j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle chronique et je vous annonce que nous arrivons bientôt à la fin de la saison. Et oui, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais rassurez-vous, c'est pour mieux nous retrouver par la suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour cette chronique, je suis accompagnée d'un confrère. Et oui, un autre auteur indépendant et avec qui je partage des salons littéraires. Alors, sans plus tarder, je vous le présente. Bonjour Ludovic, comment tu vas? Je suis ravie de t'accueillir dans l'une de mes chroniques. Bonjour Tali, je vais bien, merci. Bonjour à tes auditeurs et merci de m'avoir invité pour ce podcast. Tu le sais, dans mes chroniques, je fais découvrir des grands classiques de la littérature. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans un univers qui ne t'est pas inconnu puisque c'est ton domaine de prédilection en écriture. Mais on en parlera plus tard. En revanche, pour moi, c'est une découverte et te remercie de me l'avoir conseillé. Comme quoi, sortir de sa zone de confort peut donner de bonnes surprises. Et sans plus tarder, ouvrons cette chronique par la fameuse devinette, à la façon de questions pour un champion. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes prêts. Et toi, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Mon père est britannique. Je suis issu d'une série de romans et de nouvelles, et j'appartiens au domaine du policier. J'ai un super ami assistant avec lequel je peux partager mes réflexions et hypothèses. Avec ses multiples récits de mystères, mon père se situe dans la même veine littéraire qu'Edgar Allan Poe. Mais pour le roman qui nous concerne, je me situe dans la lande anglaise lancée à la poursuite d'un chien de l'enfer. Qui suis-je? Et la réponse est Le chien des Baskerville par Sir Arthur Conan Doyle. Ludovic, tu me confirmes que c'est bien la réponse? Et que nous allons faire connaissance avec le plus célèbre policier d'Angleterre, j'ai nommé le grand Sherlock Holmes. Tiens d'ailleurs, tu peux nous en dire plus? Sans nous dévoiler le livre, puisque nous allons y plonger juste après. Oui Tali, nous allons en effet nous intéresser à une œuvre majeure de Sir Arthur Conan Doyle, ainsi qu'à son personnage fétiche Sherlock Holmes. Mais pas seulement, puisque le livre que nous allons aborder ensemble offre également un rôle important à son fidèle acolyte, le docteur John Watson. Si l'on devait présenter Conan Doyle en quelques mots, on pourrait dire qu'il s'agit de l'auteur qui a donné ses lettres de noblesse au roman policier, plusieurs décennies avant Agatha Christie, même si le genre policier existait auparavant, notamment grâce à Edgar Allan Poe, que Conan Doyle considérait comme, je cite, « notre maître à tous ». Les enquêtes du détective Sherlock Holmes, qui se compose de 4 romans et de 56 nouvelles, restent bien entendu l'œuvre maîtresse d'Arthur Conan Doyle et bénéficient toujours à notre époque d'une très grande popularité, mais on a aujourd'hui tendance à oublier que l'auteur a également écrit d'autres romans, comme Les aventures du professeur Challenger, qui débute avec le roman Le Monde perdu paru en 1911, des romans historiques, plus de 170 nouvelles sur des thèmes aussi variés que la médecine, la piraterie, le fantastique, et enfin des essais sur le spiritualisme anglo-saxon et sur les sciences occultes. Eh bien, c'est super d'avoir un avis détaillé. Ce qui nous ramène à notre histoire, et abordons tout de suite la première phrase. Ah, les fameuses premières phrases, toujours très importantes. Et celle qui nous concerne, que dit-elle? Ouvrons le livre à la page 7. Monsieur Sherlock Holmes se levait habituellement fort tard, sauf lorsqu'il ne dormait pas de la nuit, ce qui lui arrivait parfois. Alors, que comprend-on de cette phrase? Et du coup, j'ai envie que ce soit toi, Ludovic, qui nous réponde. Donne-nous ton ressenti. Alors cette première phrase que tu viens de lire présente au lecteur qui ne connaîtrait pas encore Sherlock Holmes plusieurs traits de sa personnalité. Avant tout, c'est un personnage excentrique qui est capable de réactions en apparence illogiques, mais c'est aussi un passionné qui s'investit dans ses enquêtes parfois au-delà du raisonnable. Il lui arrive en effet, comme l'indique cette citation, de passer des nuits blanches à fumer et à réfléchir sur un indice mineur qui lui offrira ensuite la clé d'une énigme. Ou alors de disparaître toute la nuit dans les rues de Londres et de retrouver Watson au petit matin dans leur appartement de Baker Street. Cette première phrase synthétise les paradoxes qui habitent l'esprit de Sherlock Holmes et son fonctionnement particulier. Avec lui, on peut s'attendre à tout.
C'est ce que j'avais compris du personnage au fil du livre. On ressent qu'il a à cœur de résoudre une enquête dans l'intérêt de ses clients. Je comprends aussi, par cette phrase, que c'est dit par quelqu'un qui semble bien connaître ses habitudes. Et tu l'as cité un peu avant, nous parlons évidemment du fidèle Dr. Watson. Personnage que nous mettrons en lumière tout à l'heure. Car tout de suite, attachons-nous à notre grand ami. J'ai nommé Sherlock Holmes, que tu affectionnes particulièrement, je crois. En effet, Sherlock Holmes est l'un de mes personnages de fiction préférés. J'aime beaucoup les personnages de détectives ou d'enquêteurs, mais Sherlock Holmes, tout comme Hercule Poirot dans un autre style d'ailleurs, est un personnage fascinant que l'on n'a pas fini de découvrir. La preuve, de nombreux films, séries ou romans lui sont toujours consacrés à l'heure actuelle. Alors qui est-il ? En premier lieu, j'ai envie de vous emmener, chers auditeurs, aux pages 8 et 9. Sherlock Holmes demande à Watson d'examiner une canne oubliée par une personne venue les rencontrer la veille. Si tu me le permets, Ludovic, le premier abord de notre ami est quelque peu antipathique. Il apparaît sympa avec son ami, puis semble, non pas le rabaisser, mais presque. J'ai l'impression qu'il souffle le chaud et le froid en même temps. Le pauvre Watson. Bon, sans faire plus attendre les auditeurs, voici l'extrait. Selon moi, dis-je, ce docteur Mortimer est un médecin d'un certain âge, à mœurs patriarcales, aisé, apprécié, comme en témoigne le geste de ceux qui lui ont offert cette canne. Bon, excellent. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que le docteur Mortimer soit un médecin de campagne, qui visite à pied la plupart de ses malades. Pourquoi, s'il vous plaît ? Parce que cette canne, qui à l'origine était très élégante, se trouve aujourd'hui dans un tel état que j'ai du mal à me la représenter entre les mains d'un médecin de ville. Le gros embout de fer est complètement usé. Il me paraît donc évident que son propriétaire est un grand marcheur. Très juste. D'autre part, je lis « Ses amis du CCH ». Je parierais qu'il s'agit d'une société locale de chasse dont il a soigné les membres et qui lui a offert un petit cadeau pour le remercier. En vérité, Watson, vous vous surpassez, s'exclama Holmes, en repoussant sa chaise et en allumant une cigarette. Je suis obligé de dire que, dans tous les récits que vous avez bien voulu consacrer à mes modestes exploits, vous avez constamment sous-estimé vos propres capacités. Vous n'êtes peut-être pas une lumière par vous-même, mais vous êtes un conducteur de lumière. Certaines personnes dépourvues de génie personnel sont quelquefois douées du pouvoir de le stimuler. Mon cher ami, je vous dois beaucoup. Peut-on le voir comme un but de lui-même, sachant qu'il sait bien qu'il est un enquêteur hors pair? T'en penses quoi, toi ? Effectivement, Holmes peut paraître comme un but de lui-même dans ce cas de figure particulier, et dans bien d'autres au cours de ses enquêtes dans lesquelles il a tendance à se moquer de Watson, voire carrément à le rabaisser. Mais chez Sherlock Holmes, c'est presque involontaire. Il possède un esprit tellement brillant, à un autre niveau d'intellect et de réflexion que le commun des mortels, comme ne manque pas de le noter Watson, que ses piques envers son ami ne sont pas à prendre avec méchanceté ou orgueil mal placé. Par contre, à l'occasion d'autres aventures et de déductions subtiles, il n'hésite pas à ridiculiser les forces de Scotland Yard, et tout particulièrement l'inspecteur Lestrade, avec un plaisir non dissimulé. En parallèle, et cela confirme qu'il s'agit bien d'un fin limier, partons à l'assaut des pages 56 et 57, où il démontre que la lettre d'avertissement reçue par Henry Baskerville, le nouvel héritier, est bien tirée d'un article du Times. « Avez-vous le Times d'hier, Watson ? Il est là dans le coin. Puis-je vous demander de me le passer ? La page intérieure, s'il vous plaît, celle des éditoriaux. » Il y jeta un coup d'œil rapide. Son regard fit le tour des colonnes. Article très important sur le libre-échange. Permettez-moi de vous en citer un extrait. Vous pouvez vous laisser bercer par le rêve que votre commerce ou votre propre industrie sera favorisée par un tarif protectionniste. Mais votre raison vous certifie qu'une telle législation éloigne le pays de ce que vous tenez pour de la richesse, diminue la valeur de nos importations et abaisse les conditions générales de vie dans cette île.
Qu'en pensez-vous, Watson ? S'écria Holmes en se frottant les mains. Ne croyez-vous pas que cette opinion est pertinente ? Le docteur Mortimer regarda Holmes avec un intérêt exclusivement professionnel, et Sir Henry Baskerville tourna vers moi 2 yeux noirs ahuris. « Je ne connais pas grand-chose aux tarifs douaniers, dit-il, mais il me semble qu'en ce qui concerne cette lettre, nous sommes assez loin de la piste. » « Au contraire, je pense que nous sommes sur la bonne piste, Sir Henry. Watson est mieux que vous au fait de mes méthodes. Mais je me demande s'il a bien compris la signification de cette phrase. Non, j'avoue que je ne vois aucun rapport. Et cependant, mon cher Watson, le rapport est tel que l'un est tiré de l'autre. Vous, tenez, vie, raison, éloigné, vôtre, et. Ne voyez-vous pas d'où ces mots ont été tirés ? Nom d'un tonnerre ! S'exclama Sir Henry. Vous avez raison, c'est merveilleux. Si le moindre doute persiste dans votre esprit, veuillez considérer le fait que vous tenez et votre raison sont découpés les 2 fois d'un seul tenant. Ma foi, c'est vrai ? Réellement, monsieur Holmes, ceci dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais à ton tour, Ludovic, as-tu des extraits concernant notre ami à nous faire découvrir ? Oui, j'ai choisi un extrait qui se situe au début du chapitre 3. Watson vient de relater le récit du docteur Mortimer concernant les circonstances dans lesquelles le corps de Charles Baskerville a été retrouvé. Je cite l'extrait. « J'avoue qu'à ces mots, je ne pus réprimer un frisson. La voix du médecin avait tremblé, sa confiance l'avait profondément remué. Très excité, Holmes se pencha en avant, son regard brillait d'une lueur dure, aiguë, que je lui connaissais bien. Alors j'ai choisi ce passage car c'est à cet instant précis que Holmes décide réellement de porter son attention sur l'affaire qui lui est soumise par le docteur Mortimer. Et aussi pour une autre raison, ce regard brillant de Holmes, on l'imagine parfaitement. Et on se l'imagine encore mieux si l'on a déjà regardé l'excellente série télévisée britannique avec Jeremy Brett dans le rôle de Sherlock Holmes, qui a été produite entre 1984 et 1994. Pour moi, il s'agit de l'acteur qui a le mieux incarné Sherlock Holmes et je recommande vivement aux auditeurs d'en regarder quelques épisodes. Je parlerai aussi d'un côté plus humain de Sherlock. Viens avec moi à la page, enfin plutôt aux pages 216 et 217. Il s'agit du moment où il pense qu'il s'agit du cadavre d'Henry Baskerville. J'essaie de ne pas trop en dire car je ne voudrais pas spoiler les futurs lecteurs. Mais je trouve que c'est un moment important, car depuis le début, nous faisons face à un personnage charismatique, un peu froid et un peu trop professionnel. Et où est l'humain dans tout ça ? À cet instant de l'histoire, on croise un Sherlock secoué, nous permettant d'accéder à une brèche d'humanité. « La brute ! Oh, la brute !» m'exclamai-je en me tordant les mains. « Oh, Holmes ! Jamais je ne me pardonnerai de l'avoir abandonné à son destin. » Je suis plus à blâmer que vous, Watson. Afin d'avoir un dossier complet et bien établi, j'ai sacrifié la vie de mon client. C'est le coup le plus dur de toute ma carrière. Comment pouvais-je savoir ? Comment aurais-je pu prévoir qu'il se risquerait seul sur la lande, malgré mes avertissements ? Dire que nous avons entendu ses cris. Oh, quel cri, Seigneur ! Et que nous avons été incapables de le sauver. Où est cette brute de chien qui l'a fait mourir ? Il doit être tapi derrière quelques rochers. Et Stapleton, où est-il ? Il répondra de cette mort. Oh oui, j'y veillerai. L'oncle et le neveu ont été assassinés. L'un épouvanté jusqu'à en mourir par la vue de cet animal sauvage, l'autre trouvant la mort pour essayer de lui échapper. Il nous reste qu'à prouver la relation entre l'homme et le chien. Mais en dehors de ce que nous avons entendu, nous ne pouvons même pas jurer de l'existence de la bête, puisque Sir Henry est mort, évidemment d'une chute. Tout de même, Stapleton a beau être astucieux, il sera à ma merci avant qu'un autre jour se soit écoulé.
et nous tenions de chaque côté du cadavre, complètement bouleversés par la soudaineté de ce désastre irrévocable qui était la piteuse conclusion de tous nos efforts. Pour terminer sur Sherlock Holmes, qu'aurais-tu envie de dire, de partager avec les auditeurs ? Pour conclure sur ce personnage, à notre humble niveau, je pense que le plus simple pour nos auditeurs est encore de lire quelques nouvelles. Elles se lisent très vite et on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre chronologique, dans lesquelles ils découvriront les multiples facettes de cet enquêteur hors pair. De mémoire, je pourrais citer et recommander Le cycliste solitaire, Les hêtres rouges, Le ruban moucheté, Les hommes dansants, Le rituel des Musgrave, ou encore Un scandale en Bohème dans laquelle Holmes dévoile de très rares failles, mais je n'en dirai pas plus. Et si nous passions à l'autre visage emblématique des histoires de Sherlock Holmes, le docteur Watson. Personnellement, il m'apparaît tout de suite sympathique, affable. Contrairement à notre enquêteur, il incarne la gentillesse et la chaleur. Quel est ton avis sur ce personnage avant de plonger dans le livre, ou plutôt de replonger dans le livre ? Le docteur John Watson est en effet un personnage essentiel dans les enquêtes de Sherlock Holmes. Je pousserais même jusqu'à dire qu'il l'est encore plus que Holmes lui-même, car Watson étant le narrateur, le canal utilisé par Conan Doyle pour partager les aventures du détective avec le lecteur, il n'y aurait pas de Holmes sans l'existence de Watson. Sur le plan du récit, le docteur Watson est également très important, loin d'être un simple faire-valoir. Il tempère parfois les idées de Holmes, équilibre leur duo à un niveau plus humain, et il est souvent celui par lequel arrive une note subtile d'humour. Tu m'as dit que dans les autres romans, Watson est moins mis en avant. Alors je te crois sur parole puisque tu les as tous lus. Mais cette histoire fait de Watson un personnage avec une vraie présence. Et cela démarre au moment où Sherlock confie à Watson la mission d'accompagner Henry Baskerville au manoir. Le manoir qui constitue le théâtre des actions. Venez avec moi aux pages 82 et 83 du livre. Si mon ami voulait accepter, je ne connais pas plus sûr compagnon dans une passe difficile. Personne plus que moi ne peut témoigner pour lui. La proposition m'avait pris complètement au dépourvu, mais avant que j'aie eu le temps de répondre, Baskerville m'avait pris la main et l'a secouée chaleureusement. « Eh bien, ce serait vraiment très gentil de votre part, docteur Watson, » me dit-il. « Vous voyez ce qu'il en est ? Vous en savez autant que moi. Si vous descendez à Baskerville et si vous m'aidez, je ne l'oublierai jamais. J'étais toujours séduit par la perspective d'une aventure. » Les paroles de Holmes m'encouragèrent, de même que la vivacité avec laquelle le baronnet m'agréait comme compagnon. « J'irai avec plaisir, dis-je. Je ne vois pas comment je pourrais mieux employer mon temps. » C'est aussi quelqu'un de consciencieux. Il est le bon élève et Sherlock a raison de lui confier la mission car il sait qu'il saura tout ce qui se passe. Venez avec moi aux pages 131 à 133. Si vous n'avez pas eu de rapport ces derniers jours, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est rien produit qui méritât une relation. Puis, un incident très surprenant est intervenu, que je ne vous narrerai en son temps. Auparavant, il faut que je vous énumère les autres données de la situation. L'une d'elles, sur laquelle je ne m'étais guère étendue, est la présence sur la lande du forçat évadé. Il y a maintenant de bonnes raisons pour croire qu'il est allé se faire pendre ailleurs, ce qui apporte une satisfaction évidente aux habitants isolés de la région. Une quinzaine s'est écoulée depuis son évasion. Pas une fois il n'a été vu et il n'a jamais fait parler de lui. Il est inconvenable qu'il ait tenu la lande tout ce temps-là. Bien sûr, il a toute facilité pour se cacher. N'importe quelle cabane en pierre peut lui servir de refuge. Mais il n'a rien à manger, à moins qu'il ne capture et n'abatte des moutons sur la lande. Nous pensons plutôt qu'il est parti, et les fermiers des environs dorment plus tranquilles. Dans cette maison, nous sommes 4 hommes valides et robustes. Aussi, n'avions-nous rien à craindre, mais j'avoue que j'ai été mal à l'aise chaque fois que je pensais aux Stapleton. Ils habitent à plusieurs kilomètres de tout secours.
Il y a là une femme de chambre, un vieux domestique, la sœur et le frère. Celui-ci n'ayant rien d'un athlète. Il serait sans défense devant un gaillard prêt à tout, comme ce bandit de Notting Hill, si seulement il prenait la peine d'entrer. Sir Henry s'inquiète également de leur situation. Nous avions suggéré que Perkins, le valet, allât coucher chez eux, mais Stapleton n'a rien voulu entendre. Le fait est que notre ami le baronnet commence à manifester un intérêt considérable pour notre jolie voisine. Sentiment qui n'a rien de surprenant, car dans ces lieux déserts, le temps pèse lourdement à un homme aussi actif. Par ailleurs, elle est d'une beauté fascinante. Dans son charme, il y a quelque chose de tropical, d'exotique, qui contraste singulièrement avec la froideur et l'insensibilité de son frère. Celui-ci pourtant donne parfois l'impression que certains feux couvent en lui. Il exerce certainement une forte influence sur sa sœur, car j'ai remarqué qu'elle le regardait constamment quand elle parlait, comme si elle quêtait son approbation. J'espère qu'il est gentil avec elle. Dans son regard, il y a une lueur sèche, et ses lèvres minces se contractent parfois, ce qui indiquerait un tempérament positif, peut-être dur. Vous le jugeriez digne d'une étude particulière. Il s'est présenté à Baskerville dès ce premier jour, et le lendemain matin, il nous a conduits à l'endroit où l'on croit qu'a pris naissance la légende du méchant Hugo. Ce fut une excursion de plusieurs kilomètres à travers la lande, vers un cadre si lugubre que sa tristesse a peut-être suggéré l'histoire. Une courte vallée bordée de rocs déchiquetés aboutit à une clairière herbeuse. Au centre se dressent 2 grandes pierres, usées et terminées en pointe. On dirait les crocs énormes d'une bête monstrueuse. Chaque détail correspond à la scène légendaire. Sir Henry demanda plusieurs fois à Stapleton s'il croyait vraiment à l'intervention du surnaturel dans les affaires humaines. Il parlait sur un ton léger, mais il était très sérieux. Stapleton lui répondit évasivement. Certes, il ne voulait pas exprimer toute son opinion par respect pour les sentiments du baronnet. Il nous cita d'autres exemples de familles qui avaient eu à souffrir d'une mauvaise influence. Il nous laissa sur l'impression qu'il partageait la croyance populaire sur l'affaire. Et maintenant, je vais te laisser la parole sur ce deuxième personnage, en nous présentant quelques extraits parlant de ses traits de caractère. Alors pour Watson, j'ai sélectionné un passage en introduction du chapitre 8 que je cite sans plus attendre. Pour mieux retracer le cours des événements, je vais recopier mes propres lettres à M. Sherlock Holmes. Elles sont sur ma table. À l'exception d'une page qui manque, je les transcris telles que je les ai rédigées. Elles montreront les détours de mes sentiments et de mes soupçons avec plus de précision que ne pourrait le faire ma mémoire. Alors j'ai choisi cet extrait car il illustre une excellente idée de Conan Doyle, alterner le type de narration pour éviter toute lassitude et pour apporter une touche de réalisme à la manière dont est relatée l'histoire. On passe d'une narration réalisée jusqu'à présent par Watson après les événements à une narration cette fois-ci totalement contemporaine des faits, sous forme épistolaire. Je parlerai enfin de son côté courageux. Partons aux pages 160 et 161 du livre. 5 minutes plus tard, nous étions en route. Nous courûmes à travers les massifs. Le vent d'automne exhalait sa tristesse que rythmait le bruissement des feuilles mortes. L'air était lourd d'humidité et de pourrissement. Par intermittence, la lune surgissait des nuages. Mais ceux-ci accouraient de tous côtés et, juste au moment où nous pénétrions sur la lande, une pluie fine se mit à tomber. La lumière brillait toujours face à nous. « Êtes-vous armé ?» demandai-je à Sir Henry. « J'ai un stick de chasse. Il faut que nous tombions dessus par surprise, car c'est un individu prêt à tout. Nous l'attaquerons par derrière pour l'avoir à notre merci avant qu'il puisse résister. » Dites, Watson, que dirait Holmes ? Nous en sommes à cette heure d'obscurité où s'exaltent les puissances du mal. Comme pour répondre à sa phrase de la sinistre nuit de la lande,
s'éleva soudain ce cri étrange que j'avais entendu aux abords du grand bourbier de Grimpen. Le vent le porta à travers le silence nocturne. Ce fut d'abord un murmure long, grave, puis un hurlement qui prit de l'ampleur avant de retomber dans le gémissement maussade où il s'éteignit. À nouveau, il retentit. Et tout l'air résonna de ses pulsations, strident, sauvage, menaçant. Le baronnet saisit ma manche, son visage livide se détacha de la pénombre. Grand Dieu, Watson, qu'est-ce que cela ? Je ne sais pas. C'est un bruit qu'on n'entend que sur la lande. Je l'ai déjà entendu une fois. Un silence absolu, oppressant, lui succéda. Nous nous étions immobilisés, l'oreille aux aguets, rien n'apparut. Comme pour Sherlock, je vais te demander ce que tu as envie de rajouter sur ce deuxième personnage emblématique. Watson est un personnage que j'aime beaucoup. Il est plus travaillé qu'on ne le pense au premier abord. Et comme nous l'avons vu à l'instant, il méritait d'obtenir ce que je considère comme le premier rôle dans ce livre. Pour le découvrir davantage, à un moment charnière de son lien avec Sherlock Holmes, je recommande la lecture des 2 nouvelles Le Dernier Problème et La Maison Vide, qui sont liées entre elles. Évidemment, le roman est jonché de multiples personnages comme Henry Baskerville, Stapleton, le docteur Mortimer, et nous laisserons les auditeurs, s'ils le veulent, les découvrir. Mais maintenant, j'aimerais parler de ce fameux chien. Chien qui fait très très peur. Enfin, moi j'ai eu peur, mais j'avoue que j'ai facilement peur. L'auteur arrive à nous emmener dans sa légende. Sa description, le maniement du suspense et la langue. J'avoue que j'en ai bien frissonné, mais j'ai adoré ça. Cette lande sauvage, où il n'y a pas âme qui vive. Seul le vent peut s'y aventurer, ce qui n'amoindrit pas la dimension fantasmagorique de l'animal. Son regard de feu, je l'avais devant moi. J'entendais même ces grognements de l'enfer comme des râles venus des bas-fonds de la terre. J'aimerais que tu nous donnes ton regard et tes ressentis sur cette lande et ce gigantesque chien. La lande, où se déroule une bonne partie de l'histoire et de ses intrigues, est en effet un élément important du roman et contribue fortement à son ambiance. On se trouve ici à distance de Londres ou même d'une campagne anglaise plus classique. Bref, on est loin d'un cadre plus habituel pour Holmes et Watson. Et Conan Doyle plante vraiment bien le décor entre éléments minéraux et végétaux omniprésents. Comme tu l'as dit, ce territoire est sauvage, il est presque vierge de toute intervention humaine, à l'exception des vestiges de huttes anciennes, et il est donc l'endroit idéal pour qu'une légende telle que le chien des Baskerville s'y installe. Quant au chien par lui-même, s'il n'intervient physiquement que tard dans le récit, le lecteur passe la majeure partie du roman à se l'imaginer, d'après les descriptions véhiculées par la malédiction des Baskerville, à craindre son apparition, ce qui n'en est pas moins angoissant. Quand le monstre apparaît enfin, dans un passage tout à fait gothique et horrifique, on tient sans nul doute possible le climax de l'histoire. Ah, on s'y croirait. J'espère, chers auditeurs, que vous n'avez pas trop peur. Mais heureusement que Sherlock et sa perspicacité légendaire sont venus à bout de ce périple. Alors, mes chers amis, Ludovic, nous arrivons à la fin de cette chronique. Et oui, comme je le disais tout au début, toutes bonnes choses ont une fin. Donc, terminons cette chronique par les thèmes. Je dirais qu'il est question de courage. Des personnages comme Watson peuvent se révéler. De ténacité. Sherlock Holmes d'abord, mais aussi Henry Baskerville. Nous n'avons pas parlé de ce personnage, mais il est tenace, car il ne veut pas se laisser guider par un éventuel assassin et décide coûte que coûte d'emménager au manoir. On trouve même une pointe d'amour, toujours liée à Henry. L'amitié et la loyauté qu'il y a entre Watson et Sherlock Holmes. Et toi, est-ce que tu verrais d'autres thèmes ? On pourrait ajouter le thème des légendes, qui est souvent présent dans les enquêtes de Sherlock Holmes, comme dans le rituel des Musgrave ou encore dans le signe des 4.
C'est typique de l'époque victorienne, une période à laquelle l'Empire britannique rayonnait sur le monde, où se mêlaient légendes du folklore local ancrées dans le territoire anglais et récits d'aventures se déroulant dans des contrées plus exotiques. Ici, n'oublions pas que Henry Baskerville revient d'Amérique et non plus n'oublions pas que le docteur Watson a été médecin de guerre aux Indes. En tout cas, j'ai vraiment apprécié le roman. Il m'a offert une belle parenthèse frissonnante. Et je terminerai par te remercier d'avoir été mon invité. Et avant de nous quitter et de laisser nos auditeurs, j'aimerais que tu nous parles rapidement de tes livres. J'ai mentionné au début de cette chronique que tu étais auteur. Mais de quel style? Eh bien, en effet, je suis auteur de romans. En fonction de mes envies d'écriture et de mes idées, j'alterne entre fantastique et romans policiers. Mon roman le plus récent, La Maison héritée, que tu as lu et beaucoup aimé d'ailleurs, est paru en janvier de cette année et fusionne plutôt différents genres littéraires autour d'un voyage dans le passé. Depuis peu, j'ai commencé la rédaction de mon 9e roman. Les précédents sont tous disponibles sur Amazon. Merci à toi pour cette invitation et pour ce bon moment, et merci à tes auditeurs de nous avoir écoutés. Voilà, si vous avez envie de découvrir l'univers de Ludovic, vous savez où aller. Et si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. N'ayez pas peur, c'est gratuit. Il est temps de se quitter, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la musique libre de droit, Burn, de Zoo Shapes.